qui vient me voir avec un grand sourire et qui me dit ça va? Et en fait, je me suis effondrée. Franchement, je vais être honnête avec vous, je me suis effondrée, je me suis mis à pleurer comme une merde et je lui ai dit bah non, genre ça va pas du tout. C'est-à-dire que là vraiment je vais craquer, c'est pas possible, je vais craquer. Genre j'étais dans un tel mal-être, c'était horrible en fait. Waouh, c'est parti, let's go. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis un peu stressée à l'idée de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais vraiment je suis très stressée. Après c'est un petit peu un thème donc finalement c'est pas si mal. Je cherche le dossier. Attendez, ne bougez pas. Ok, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent peut-être sur cette vidéo par pur hasard, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai jamais fait ce type de vidéo et c'est pour ça que je suis très stressée. J'ai pas envie de paraître pas naturelle, mais je pense qu'au début de la vidéo, ça va être le cas, donc je m'en excuse. Mais du coup, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ambre, j'ai 19 ans et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière que je fais pas habituellement sur ma chaîne. Normalement, je fais uniquement des vlogs, mais là, je vais faire une vidéo sur l'anxiété. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai vécu de l'anxiété sévère pendant toute mon adolescence à peu près. Et aujourd'hui, je vais mieux, je m'en suis sortie en quelque sorte. On approfondira le sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, j'ai vécu de l'anxiété et c'est vrai que s'il y a bien une chose que j'aurais aimé à l'époque, c'est de voir une vidéo comme ça, un peu explicative de ce que moi j'ai vécu, des conseils que je peux donner et potentiellement d'infos. Voilà, des fois c'est hyper dur de se situer. On ne sait pas si on souffre d'anxiété ou pas. Bien évidemment, il faut aller voir un psy pour être diagnostiqué. On ne se diagnostique pas comme ça, mais par contre, on peut déjà avoir des pistes et essayer de comprendre un petit peu ce qui nous arrive. Du coup, bref, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Je suis vraiment sincèrement désolée, je suis pas du tout naturelle, mais c'est vraiment juste le stress, genre. Cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. La première partie, ce sera sur un peu les définitions, la base, essayer de voir tous les termes par rapport à l'anxiété, parce qu'il y a plusieurs sortes d'anxiété. Il y a déjà de base le stress, l'anxiété sévère, les phobies sociales, scolaires, tout ça. On va essayer de bien diviser tout ça et ensuite je vais parler de moi, ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu l'anxiété, puisque chaque personne vit l'anxiété différemment, avec des symptômes différents, même s'il y a des symptômes assez similaires qui se repèrent chez chaque personne. Vous ne le vivrez pas pareil que moi et il y aura des symptômes que j'ai que vous n'aurez pas et pareil à l'inverse, vous avez peut-être des symptômes que j'aurais jamais eu, que j'ai jamais eu. Et finalement, la troisième partie, ce sera mes conseils. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour guérir de l'anxiété, malheureusement. Ce serait vraiment génial, mais malheureusement, ça n'existe pas. Mais par contre, moi qui vais mieux maintenant depuis plus d'1 an, j'ai mis des choses en place et en fait, j'ai compris un peu ce qui avait fait que je vais mieux, même si c'est encore très flou et que j'ai beaucoup de chance d'aller mieux aujourd'hui. Il y a quand même certaines choses qui, je pense, ont influencé le fait que j'aille mieux. Donc voilà, en espérant que ça vous aide, que ça vous permette de comprendre certaines choses et voilà. Alors, donc, tout d'abord, les définitions. J'ai l'impression d'être en cours, de faire un exposé genre. Déjà, la définition du stress. Le stress, c'est une inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude latente, donc l'angoisse. C'est un trouble émotionnel qui se traduit par un sentiment indéfinissable d'insécurité. C'est une émotion qui est courante, que tout le monde peut vivre et elle se dissipe généralement rapidement. De plus, elle n'est pas nécessairement négative car le stress peut améliorer la performance physique et intellectuelle. Globalement, l'anxiété, c'est passager. Voilà, même si ça vous arrivera plusieurs fois dans votre vie, que ça peut être sur un petit long terme, on va dire. Par exemple, si vous avez une semaine d'examen, toute la semaine vous allez être stressé jusqu'à la fin de l'événement qui a causé cette incertitude émotionnelle, cette crainte, cette peur. Mais par contre, elle ne durera pas sur des mois, des années, ça c'est pas du stress du coup. Ce qui la caractérise, c'est du coup le fait que ce soit lié aussi à un événement précis qui est... c'est logique en fait. Derrière le stress, t'as une certaine logique. T'es rarement stressé pour quelque chose de pas concret. Et voilà, le stress, tout le monde vit du stress, à peu près tout le monde. Il y a, je suppose, les sociopathes qui ne le vivent pas. Les sociopathes, c'est ceux qui ne ressentent pas d'émotions, que ce soit négatives, positives, la peur. Eux, ils l'auront pas, mais par contre, les humains anormaux, mais qui ont des émotions, ils vivront du stress, c'est normal et c'est justement comme ils le disent, ça peut même améliorer les performances physiques et intellectuelles. C'est un peu comme une dose d'adrénaline avant un événement où il y a besoin de cette dose d'adrénaline. J'explique super mal. L'anxiété, elle, c'est l'anticipation d'une menace future. Donc le stress,
ça peut rentrer aussi dans cette catégorie. Elle s'accompagne d'un sentiment désagréable, d'appréhension, d'une tension musculaire et d'un état de vigilance. Donc globalement, tu as quand même beaucoup de choses qui s'en rapprochent. Mais par contre, l'anxiété, elle persiste et elle peut devenir accaparante et interférer avec le fonctionnement normal du quotidien en fait. L'anxiété maintenant généralisée ou trouble anxieux généralisé, c'est un état d'inquiétude constant, difficilement contrôlable et durable sur plus de 6 mois. Concernant au moins 2 thèmes différents, travail, argent, santé, avenir, il y en a plein d'autres les catégories. La personne est en état d'anxiété et de crainte ainsi quasi permanente et ses inquiétudes sont disproportionnées par rapport à la réalité des risques. Elle est en état de vigilance extrême vis-à-vis de son entourage et de son environnement. Là déjà il y a des mots beaucoup plus forts sur l'anxiété généralisée. En fait c'est comme son nom l'indique, c'est général, c'est sur tous les thèmes possibles et inimaginables, toutes les actions de votre vie, de votre journée, de votre semaine. Ça va être un poids constant sur vous, dans votre tête, et ça peut même physiquement se ressentir. L'anxiété sociale, attention, on change de... Je disais, ouais, l'anxiété sociale, on change un petit peu d'endroit, on change un petit peu de catégorie, je sais pas comment on dit. C'est l'ensemble des sentiments d'appréhension, de tension intérieure et de gêne extérieure déclenchés par le regard d'autrui. Donc là, ça va vraiment être spécifique au regard des gens. Voilà, donc les moments de foule, les endroits où vous connaissez pas forcément tout le monde, même les gens que vous connaissez des fois, ça va vous créer un stress avant, pendant et après des fois. Même souvent. Tout le monde à un moment ou un autre dans sa vie ressenti de l'anxiété sociale, cette tension de gêne du regard d'autrui, ne jamais ressentir d'anxiété sociale est même anormal. Ça c'est, bah voilà, c'est ce qu'il dit, c'est normal en fait de ressentir l'anxiété sociale, mais quand elle se généralise et qu'elle devient trop présente, c'est un problème. C'est un problème et il faut aller voir un psy. Je rigole, oh là là. Elle peut présenter une gêne si elle est trop intense ou chronique, donc qu'elle revient encore et encore. Lorsqu'elle a un impact fort sur le quotidien et sur le vécu du sujet, on parle alors de phobie sociale. Là, il y a la phobie qui rentre en jeu. L'origine de l'anxiété, que ce soit l'anxiété généralisée, sociale, il y en a plein d'autres en vrai, hein, la phobie scolaire, tout ça. Ça peut être des facteurs héréditaires, tempérament d'hypersensibilité, facteurs liés à l'environnement ou traumatisme créé à un moment de votre vie, que vous vous en souveniez ou pas. Le trouble panique, alors ça, le trouble panique, ça fait partie de l'anxiété. Souvent, cette anxiété généralisée peut créer des troubles paniques. D'ailleurs, même un stress ou une anxiété passagère peut créer un trouble panique. Donc c'est une attaque de panique qui est caractérisée par une forte crise d'angoisse associée à une impression de mort imminente, d'une sensation de devenir fou ou de perdre le contrôle de soi et de commettre un acte anormal. Les attaques de panique surviennent le plus souvent à un moment compréhensible, ne laissent pas d'autres séquelles qu'un mauvais souvenir. Ces crises peuvent dans certains cas se répéter et se chroniciser. On parle alors du trouble panique. Cette répétition de crises nécessite en revanche une prise en charge spécifique. Encore une fois, le trouble panique, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut faire une crise de panique. Mais par contre, quand elle se reproduit encore et encore, quand elle devient chronique, c'est qu'il y a un problème. Alors, maintenant que j'espère j'ai clarifié un petit peu certaines choses, c'est en vrai très compliqué de comprendre, mais globalement, tout le monde peut avoir du stress, de l'anxiété et faire des crises d'angoisse, mais par contre, quand elles se répètent, quand elles deviennent chroniques, c'est qu'il y a un problème et ça va atteindre votre vie, votre quotidien, et c'est là que ça va avoir besoin souvent d'une intervention, que ce soit par des psychologues, psychiatres, et même juste d'en parler, d'exprimer ce qui se passe. Vous en avez plein d'autres. En vrai, ça peut dériver de ouf. Vous avez aussi l'anxiété sociale, bon ça pareil. La phobie scolaire donc qui va se transformer en phobie. Putain, c'est fou de pas réussir à clarifier ses propos comme ça. En fait, c'est hyper dur de choisir ses mots par rapport à ça, même si je l'ai vécu. C'est super dur de l'expliquer en vrai, mais je pense que vous avez compris, j'espère. Si vous n'avez pas compris, allez vous renseigner. Alors, au niveau de mon expérience, déjà pendant l'enfance, j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance et je pense que ça
vient de quelque part, probablement de cette anxiété. L'anxiété, ça peut causer des troubles de la mémoire. Mais globalement, de ce que je me souviens, c'est que quand j'étais petite, j'avais très peur donc, du regard des autres. Déjà, ça, c'était déjà existant. J'avais souvent peur de dire des bêtises. J'étais pas très bavarde parce que vraiment, j'avais un poids sur moi par rapport aux actions que je faisais. Je sais pas si ça a un lien, en tout cas je vous donne l'information. Et j'avais vraiment besoin d'être parfaite aux yeux des gens. Même pas pour moi en fait, c'était vraiment pour les autres. Je voulais qu'on m'aime, qu'on m'accepte et du coup je faisais vraiment tout pour être parfaite. À part ça, il y a pas vraiment, je faisais pas de crise de panique. Je me souviens pas de sensations physiques ni même de peur au-delà de juste pas être parfaite. Je sais pas trop. Donc voilà. C'est vraiment à l'adolescence, à partir de la 6e que chez moi c'est apparu. Globalement, pour vous expliquer, moi je suis partie de la Nouvelle-Calédonie quand j'avais 11 ans et je suis arrivée en France pour donc le collège. Et c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout le même environnement, les gens ne pensent pas pareil et il y a beaucoup plus de critiques en France. Tout du moins, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, surtout à cet âge-là. Les enfants, on le sait, ils sont pas très gentils les uns envers les autres. T'essayes toujours de rabaisser l'autre pour te sentir mieux. C'est le moment où tout le monde est hyper mal dans sa peau, où tu commences à comprendre des trucs que tu sais pas trop, tu commences à avoir conscience de tes sentiments, ce qui fait que c'est très dur en fait tout simplement de s'adapter. Et encore plus quand tu viens d'une culture différente, quand t'as vécu dans un endroit qui ne ressemble pas du tout à ça. Alors moi j'ai eu très vite conscience du danger du collège, des élèves, au niveau du harcèlement. J'ai tout de suite vraiment compris qu'il fallait que je m'adapte super vite et que je rentre dans les petites cases qui sont mises au collège. Et du coup, j'ai fait en sorte de me faire un groupe d'amis, de rentrer dans les délires de chacun un peu. Ce qui fait que, en fait, t'es plus vraiment toi-même, tu essayes de devenir une version que t'es pas, et du coup c'est hyper dur de se trouver après. Déjà ça c'est compliqué. Et il y avait vraiment cette peur de pas être comme les autres, d'être mise de côté et potentiellement après de subir du harcèlement, ce genre de choses. Ça encore normalement c'est normal, chacun vit un peu ça malheureusement. Il y a cette phase qui est compliquée au collège, autour de là je vous parle de 5e on va dire. En 4e, tous mes amis étaient ensemble dans une classe et moi j'étais toute seule, enfin j'étais avec une amie à moi je crois, mais globalement dans la classe il y avait un peu les populaires à l'époque et c'est là où moi j'ai vraiment commencé à ressentir un mal-être et en plus de ça c'est l'âge où les hormones commencent à arriver, tu commences à ressentir vraiment le stress, le futur, on te parle de ton futur, tout ça, donc ça a été une période très compliquée et de ce que je me souviens, encore une fois j'ai très peu de souvenirs, c'est ça qui est fou, mais de ce que je me souviens, j'étais pas du tout à l'aise quand je rentrais chez moi, je disais à mes parents que j'avais vécu la pire journée de ma vie. Ça déjà depuis la 5e c'était le cas, je passais tout le temps les pires jours de ma vie, je me souviens pas pourquoi mais je sais que c'était très dur pour moi mentalement, mais je pense que j'en avais juste pas conscience, que je disais des mots comme ça un peu au pif. Donc en 4e ça s'est empiré, je me sentais super mal en fait, et du coup c'est peut-être un côté logique, c'est là où tu prends conscience de toi, donc comme je l'ai dit, il y a les hormones, ton corps il change, les gens aussi changent, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Pour l'instant, je ne le mettrai pas dans la catégorie de anxiété réelle, mais en tout cas, ça commençait à arriver. Et là où vraiment, je sais aujourd'hui que je suis tombée, à l'époque je ne savais pas, mais je suis tombée dans l'anxiété généralisée, c'est en 3e quand mon corps a commencé à me faire des signaux. J'étais tout le temps malade, tout le temps, mais genre tout le temps malade. Tous les jours, j'avais mal à la tête, mal au ventre, envie de vomir, une fatigue extrême. Et c'était vraiment répétitif sur la semaine entière. Je crois que c'est en 3e que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Une vraie crise d'angoisse où vraiment j'avais l'impression que j'allais mourir. Alors ça n'avait aucun rapport avec le collège, c'était pas au collège. C'était le soir à table, pendant un repas de famille, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis allongée. Et en fait, comme la définition le dit, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mon cœur battait super vite, je pleurais, c'était trop bizarre comme sensation. Mais c'était passager, ma mère est venue me voir, enfin j'ai appelé ma mère du coup en panique, je lui ai dit je vais mourir. Elle m'a expliqué que c'était une crise d'angoisse et que c'était ok, que ça arrivait à tout le monde. Et que globalement, normalement, dans la logique, ça n'a pas d'impact sur le futur. Donc ça déjà, c'était pas très fun. Mais par contre, j'ai
aussi commencé à vivre quelque chose d'assez inexpliqué. Je l'ai expliqué à à toutes les personnes que j'ai vues, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des hypnothérapeutes, une éducatrice, enfin, je l'ai raconté aux gens que j'ai vus. Et personne ne sait ce qu'étaient ces crises. Ça ressemble à des crises de panique, mais pas vraiment. En gros, les crises que je faisais, c'est vraiment hyper bizarre, mais un jour en classe, alors je vais vous raconter une histoire de fou. C'est là où vraiment le cerveau est malade des fois et que c'est vraiment le cerveau qui crée l'anxiété. J'étais en cours de maths tranquillement, il était midi il me semble, enfin c'était avant la pause du déjeuner et, euh, et j'ai commencé à genre, c'est un peu comme si d'un seul coup tout le monde s'arrêtait de vivre autour de moi et tous les visages se tournaient vers moi. Et en fait, j'étais paralysée sur ma chaise, c'est un peu une paralysie du sommeil, mais éveillée littéralement. Et en fait, j'avais juste une seule pensée, c'est tu vas mourir. Genre là, c'est maintenant. Mais j'avais pas le cœur qui battait vite, l'envie de pleurer. C'était vraiment genre mon corps était bloqué et j'avais plus trop de souffle et tout le monde me regardait. C'était horrible, franchement. Ça a duré que quelques secondes, mais ça a été hyper traumatisant. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le lendemain, j'avais cours de maths à la même heure. Et avant de rentrer en classe, je me suis dit putain, j'espère que je vais pas revivre ça parce que c'était vraiment trop bizarre et horrible quoi. Et ben je l'ai revécu. Je l'ai revécu. Après ça, à tous les cours de maths, je le vivais, peu importe l'heure. Après ça, c'était l'heure avant de manger. Et au final, c'était tout le temps en fait. Dès que je pensais à l'idée de faire une crise, je faisais cette crise trop bizarre. Ça a été vraiment très très traumatisant. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème et que c'était pas uniquement physique. J'avais aussi eu des problèmes à la jambe, j'avais des douleurs aux jambes très très fortes, à un genou. Et je suis allée voir plusieurs médecins du sport, tout ça, et on n'a jamais trouvé ce que c'était. J'ai compris après que c'était mon corps qui me disait waouh, panique, 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 tu ne vas pas bien. Tous ces événements, pour une petite fille de 14 ans, c'est très compliqué à vivre. Et surtout à l'époque, je savais pas l'expliquer, je comprenais pas ce que j'avais. J'essayais un peu de chercher sur internet ce genre de vidéos où les gens expliquaient, mais en fait, je savais pas du tout ce que j'avais. Je savais juste que j'avais extrêmement peur du regard des gens, que physiquement ça n'allait pas du tout, que j'avais tout le temps des problèmes, que je faisais des crises trop bizarres et que j'étais juste en PLS. Ça n'allait pas dans ma tête, mais j'arrivais pas à cibler ce qui se passait. Et quelque chose est arrivé. Quelque chose de fabuleux à l'époque. Aujourd'hui, c'est la pire chose qui aurait pu m'arriver. C'est le Covid. Le Covid a fait son apparition. Et Emmanuel Macron a décidé que nous allions tous rester chez nous pendant des mois. Alors, pour une personne anxieuse, franchement, c'était le feu. Moi, en plus, j'ai de la chance, je vis dans une très grande maison avec une grande famille. Enfin, genre mes sœurs et mes parents. On a un très grand jardin, vraiment c'était génial. Du jour au lendemain, je quitte le collège, l'endroit qui me faisait le plus peur au monde, et je sors quoi. C'est top, c'est génial. Je sors pas du tout, je sors pas. Je sors plus. En fait, à l'époque, même aller faire les courses le samedi, c'était compliqué pour moi parce que j'avais, en gros, mes batteries sociales, elles étaient à plat. Parce que ça me demandait trop d'énergie d'aller à l'école tous les jours. J'étais tellement épuisée. Le week-end, mes parents ils me forçaient pour même juste aller faire des courses. Et j'étais mais vraiment très très mal. Et en fait là, on m'obligeait à rester chez moi, littéralement. C'était mais le feu, franchement c'était génial. J'ai réussi en plus à convaincre mes parents de ne jamais retourner au collège. Puisque je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je crois que je suis bien restée peut-être 5-6 mois enfermée chez moi. Vraiment à ne pas sortir à cause du Covid. Alors qu'en vrai ça n'a pas duré autant de temps. Mais je sais qu'à l'époque c'était vraiment génial. C'était top. Du coup, l'école est arrêtée, on sort plus. Moi, je vis ma best vie chez moi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, ce bonheur n'a duré qu'un temps puisque le lycée arrive. Le Covid, c'est finito pipo. On arrête tout. Et en fait, je pense que ça a été trop brutal pour moi d'un seul coup retourner dehors. En fait, c'est fou hein, de se dire ça, mais pour une personne qui était déjà anxieuse avant, toutes mes peurs sont revenues et m'ont littéralement tabassé la gueule, genre. C'est horrible. C'est un troupeau d'éléphants qui te marche dessus, quoi. Ça a été très compliqué. Après, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Je suis arrivée dans un lycée où je connaissais personne. Il y avait plus de gens dans mon collège. Et je me suis recréé un groupe d'amis beaucoup plus sain. Et je connaissais personne dans ma classe, mais c'était des gens vraiment gentils. Donc, globalement, le début d'année, ça allait. Franchement, c'était cool. Je me suis fait des amis très vite. C'était un petit lycée, un peu perdu dans la pampa. T'as plus de liberté aussi, donc ça a fait du bien, quoi.
Mais malheureusement, ça n'a duré qu'un petit temps, puisque à peu près à la moitié de l'année, tout est revenu. Tout est revenu littéralement. Les envies de vomir, les maux de tête, la fatigue, mais cette fatigue, elle était genre vraiment inexplicable. Je vous jure, j'étais mais tellement fatiguée. Ouais, toujours mon genou qui allait mal, j'avais tout le temps mal au dos aussi. Mes crises sont revenues, mais comme jamais, j'en faisais 3 par heure, toute la journée, genre. C'était extrêmement violent. Ouais, voilà, elles évoluaient très très mal. Qu'est-ce que j'ai écrit? En fait, j'ai des notes à la base pour ne pas oublier de trucs ou ne pas me perdre, mais je les regarde pas depuis une heure. Je découvre la phobie scolaire à cette époque-là, en me renseignant un petit peu. Et je me dis, bah voilà, c'est ça en fait qui m'arrive. J'essaie d'en parler à mes parents, mais c'est très compliqué parce que c'est quelque chose que eux ils connaissent pas en fait. C'est un peu de ma génération, on va dire ça, de mettre des termes comme ça, en tout cas précis sur des choses qui peut-être arrivaient aussi avant. Donc j'en parle à ma mère, elle me dit non, elle me dit va te faire foutre. Pour mes parents, j'étais en crise d'ado parce que du coup j'étais à fleur de peau tout le temps, je voulais jamais sortir. Dès que je rentrais chez moi, c'était fini. On s'engueulait beaucoup, je pleurais beaucoup, j'étais hyper mal en fait, genre vraiment c'était horrible. Et je comprenais pas trop parce que je me disais mais en fait j'ai tout pour être heureuse. J'ai des amis, je suis dans un lycée sain, enfin vraiment tout va bien et juste si ça, l'école, j'y arrive pas, ça me procure autant de peur, autant de mal-être. Qu'est-ce que ça va être plus tard en fait? C'est vraiment la pensée qui me terrifiait, c'était de me dire mais qu'est-ce que ça va être après quand je vais devoir passer à la vie active, que j'aurai vraiment des responsabilités. J'avais super peur de ça et je pense que c'est ce qui a aussi aggravé en fait la situation. Donc ça c'était pas très très fun. Après ça il y a eu l'été. Pendant l'été ça allait mieux encore une fois. Je voyais mes amis. J'avais peut-être 15-16 ans à l'époque donc je commençais à boire de l'alcool. Alors dès que je buvais de l'alcool j'étais très triste. Je pense que ça a un impact. Hein. C'était juste mes peurs qui revenaient en tête. Pour vous dire, j'avais quand même peur quand j'étais en grandes vacances. J'appréhendais déjà la rentrée. Tellement, c'était horrible. Je me disais, mais il me reste 2 ans, je vais jamais survivre dans cet enfer, c'est pas possible, genre c'est horrible. Mais j'essayais quand même de profiter et le retour en septembre, en première année, enfin première du coup, là ça a été vraiment super dur. En plus de, je pense aussi, donc l'adolescence, je m'entendais plus avec mes parents, je m'entendais plus avec mes amis. Je savais ce que j'avais et en fait les gens ne m'écoutaient pas. Vraiment, je comprenais pas pourquoi personne ne voulait comprendre ce que j'avais, alors que moi-même je le comprenais. Donc ça a été très très dur, je pense la pire partie de ma vie. Et en fait, donc je me renferme vachement sur moi-même, je me sens extrêmement seule. Et à l'époque, ma plus grande sœur Laura ne vivait plus chez mes parents, elle vivait avec son copain. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez rigolo et ce qui moi m'a sauvée à l'époque, c'est que donc je vivais vraiment, j'étais horrifiée tous les jours. Les week-ends c'était horrible parce que je pensais déjà que le lundi allait revenir. Les petites vacances pareil, j'appréhendais tout le temps le jour d'après. Je faisais des crises à gogo. Je faisais aussi beaucoup de crises de panique, ça je l'ai pas dit, mais je faisais des vraies crises de panique à peu près 2 le matin et 2-3 le soir, tous les jours aussi. Donc vraiment quand je vous dis que ça avait pris de l'ampleur, c'était que vraiment mon corps, ma tête n'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais à bout de force et j'étais terrorisée par le regard des gens. Encore une fois, tout par-delà, c'était vraiment plus possible. Mais bizarrement, j'arrivais toujours à me lever le matin et à prendre le bus et à aller à l'école. En fait, souvent on dit que dans la phobie scolaire, les jeunes du jour au lendemain n'arrivent plus à passer la porte de leur école. Bah moi j'y arrivais tous les jours et je me détestais pour ça parce que je me disais mais en fait pourquoi est-ce que tu continues quand même de t'infliger ce malheur? Ça venait littéralement du fait de vouloir être parfaite pour mes parents. Je pense que je refusais complètement d'abandonner en fait jusqu'au craquage ultime. Je refusais catégoriquement d'accepter que je pouvais tomber quoi. Ça a été horrible. Donc je vis dans cette peur constante, dans cette même terreur, on peut parler de terreur. Et ma sœur arrive un jour dans ma chambre. Elle vient manger un soir et en fait, j'ai l'image dans ma tête, c'est juste ma sœur qui vient me voir avec un grand sourire et qui me dit ça va? Et en fait, je me suis effondrée. Franchement, je vais être honnête avec vous, je me suis effondrée, je me suis mis à pleurer comme une merde et je lui ai dit bah non, genre ça va pas du tout. C'est-à-dire que là vraiment je vais craquer, c'est pas possible, je vais craquer. Genre j'étais dans un tel mal-être,
c'était horrible en fait. C'était horrible ce que je vivais au quotidien et je pense que quelques jours après j'aurais craqué. J'aurais j'aurais pas pu m'en remettre en fait et j'aurais abandonné absolument tout. Comprenez ce que vous voulez là-dedans. Donc en fait j'explique tout à ma sœur. Je lui raconte tout ce que je viens de vous raconter. Elle a eu la meilleure réaction possible, c'est qu'elle est allée voir ma mère très calmement. Elle lui a dit voilà Ambre elle va pas bien du tout. Là c'est pas drôle, c'est pas une crise d'adolescence, c'est pas juste l'émotion, l'hypersensibilité, peu importe. C'est vraiment, il faut qu'elle aille voir quelqu'un, il faut que vous mettiez des choses en place parce que c'est pas possible en fait ce qu'elle vit. Ma mère a écouté ma grande sœur, alors que ça faisait des mois que moi je lui en parlais. Ça a été dur pour ma mère, mais quand elle a compris et c'est ça qui a été aussi génial. J'ai beaucoup de chance d'avoir été très bien entourée, d'avoir une famille très compréhensible. Cible, je sais pas. Donc ma mère est venue me voir le soir même ou le lendemain et elle m'a dit écoute qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Donc je lui ai dit je vais aller voir une psy parce que je sais que je vais pas bien, il faut que je parle à quelqu'un, il faut qu'on donne des explications, il faut que quelqu'un m'aide parce que moi toute seule j'arrive pas. Et donc elle m'emmène voir une éducatrice à l'époque, c'était un truc où on payait pas. On est un peu radin dans notre famille, voilà. Non, en vrai, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc ma mère me trouve une solution, une alternative. Je vois une dame pendant quelques séances qui me dit de faire du yoga et de dessiner mes peurs. Honnêtement, j'en avais rien à faire à l'époque. Je savais très bien que c'était pas ça qui allait m'aider, mais j'ai réussi à la convaincre que l'école à la maison c'était fait pour moi, parce que du coup je m'étais renseignée quand même à l'époque, hein. Franchement j'avais fait les choses super bien. Et du coup je réussis à convaincre cette dame et mes parents de me mettre à l'école à la maison, donc au CNED à l'époque, enfin même si ça s'appelle toujours comme ça je pense. J'ai vraiment quitté l'école il y a 2 ans, c'était abusé. Mais du coup voilà, je fais le CNED et c'est le bonheur absolu. Tout va mieux, dans le meilleur des mondes. On en était où, les loulous? Du coup, je fais l'école à la maison, vraiment, tout se passe super bien. Je passe un super été après mes examens de français que j'ai complètement raté, mais vraiment j'étais hyper heureuse. Je voyais mes amis, je retournais à mon école sans aller en cours, mais juste pour voir mes potes, vraiment c'était absolument génial. Et ensuite, ce qui est assez fou, c'est que pour moi mon problème était réglé. Pour moi j'avais fait une phobie scolaire et plus d'école, plus de phobie, plus de problème. Bah en fait non, non, ce serait trop facile. J'ai recommencé à faire des crises d'angoisse comme ça, du jour au lendemain. Je me réveillais, je faisais des crises d'angoisse en me brossant les dents, c'est vraiment le souvenir que j'ai, en prenant ma douche aussi beaucoup. C'était beaucoup dans ma salle de bain maintenant que j'y pense, c'est dans ma chambre. Le truc c'est que je savais pas pourquoi mais j'étais très stressée et ce qui s'est passé c'est que le moindre rendez-vous dans ma semaine, par exemple si j'avais un rendez-vous chez le médecin le vendredi, dès le lundi j'allais stresser à l'idée d'avoir ce rendez-vous. Vraiment tout me stressait en fait, vraiment le moindre petit truc et vraiment beaucoup à l'avance, donc globalement on est sur de l'anxiété généralisée. Ça a été très très dur pour moi d'accepter que j'avais pas trouvé la solution à mon problème et en fait je me disais mais je serai jamais heureuse quoi. C'est pas possible en fait. Pour moi c'était genre normal et il fallait que j'accepte que c'était juste ma vie, que j'avais un problème d'anxiété, un taux d'anxiété anormal et que rien ne me sauverait, que ça n'allait pas évoluer. Donc je retombe dans cette angoisse, je sors plus de chez moi, c'était horrible de passer mon portail, vraiment je faisais des crises d'angoisse à mort avant, tout était super dur. Je me souviens qu'à l'époque je devais passer le code, donc ma mère me forçait à y aller, franchement c'était horrible, je pleurais tout le temps, je stressais tout le temps et au bout de quelques mois ma mère m'a amené voir un hypnothérapeute. J'ai fait 4 séances avec lui, je lui ai dit merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie, c'est faux, c'était un mensonge, ça n'allait pas mieux et en fait pour moi je voulais plus qu'on m'aide, c'était vraiment acté, en fait c'était comme ça, j'allais souffrir d'anxiété et j'avais un peu accepté la chose. Je continue de me renseigner un petit peu mais de ce que je voyais c'était vraiment des gens qui souffraient d'anxiété depuis 20 ans et qui juste n'allaient pas mieux du tout et du coup j'avais aucun espoir en fait que ça allait aller mieux dans ma vie, dans ma tête. Après ça, donc j'ai passé quand même 1 an à faire l'école à la maison, c'était très très dur. Et au bout d'1 an, il y a les vœux Parcoursup qu'on doit faire. Et du coup, j'ai fait un choix stratégique, c'est que j'avais entendu une fois une phrase qui m'avait marquée, c'est « tu peux pas guérir dans l'endroit où t'es tombé malade, qui t'a rendu malade ». C'était un peu ça la phrase. Et du coup, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit « bah j'ai juste à partir de chez moi, partir de chez mes parents ».
et mon problème sera peut-être réglé tout simplement. Donc je pars étudier à Montpellier, j'ai mon premier appart, la vie étudiante, une grande université, encore un changement énorme, je connais plus personne si ce n'est ma meilleure amie qui m'a suivie, enfin on s'est suivi à Montpellier. Mais voilà, un nouveau départ, je vous le donne en mille, j'ai été bien pendant les peut-être 3 premiers mois et après c'était horrible. Voilà, je suis retournée dedans, sortir c'était un enfer et là pour le coup ça a encore évolué puisque vu qu'il n'y avait pas mes parents qui me forçaient à faire des choses, je ne sortais plus du tout. Même pour aller faire mes courses, je ne sortais pas, donc je crevais de faim, je dormais toute la journée, je faisais des crises d'angoisse à gogo. J'avais ma voiture à l'époque et mes parents me voulaient que je conduise tous les jours. C'était horrible, franchement c'était horrible. J'angoissais à l'idée de conduire une fois dans la semaine pour faire le tour du pâté de maison pour m'habituer à ma voiture. C'était horrible, je n'arrivais pas à sortir, je voulais pas croiser mes voisins, enfin vraiment, ça a été... je vais pas dire que ça a été le pire moment, mais je pense quand même que, en fait, plus ma vie évoluait, plus mes crises évoluaient, plus c'était pire en fait. Il y avait des trucs qui se rajoutaient encore et encore, et un mal-être extrêmement profond. Là, j'avais complètement conscience que j'avais un problème, un très gros problème, et encore une fois, je voulais pas qu'on m'aide. Pour moi, c'était juste, tu vas être malheureuse toute ta vie en fait, tu seras comme ça toute ta vie. Ça a été très dur et du coup, au bout de quelques temps, je suis rentrée chez mes parents parce que la fac déjà m'allait pas du tout, enfin les études que j'avais choisies et en plus de ça, je faisais rien, enfin vraiment ça n'allait pas. C'est vraiment le terme, ça n'allait pas du tout. Je rentre chez mes parents, là il n'y a même pas de phase où je suis un peu contente, du renouveau, c'est vraiment juste je suis malheureuse, j'angoisse mais c'était horrible. Là c'était vraiment une phobie sociale. Mais très très sévère. En fait, j'ai fait de l'anxiété sévère. C'est que j'avais peur en sortant de chez moi de croiser quelqu'un qui me poignarde. Je sais pas comment j'en suis arrivée là, d'accord? Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à ça, mais c'était horrible. J'avais peur quand j'allais dans un magasin qu'il y ait un attentat dans le magasin. Je m'imaginais des trucs de malade en fait qui pouvait se produire, mais franchement j'aurais pu plus gagner au loto que de vivre ce que j'imaginais, mais c'était horrible, le moindre rendez-vous, le moindre truc. J'étais aussi terrifiée par la voiture. J'ai eu mon permis avant d'aller à Montpellier, juste avant d'aller à Montpellier, et du coup j'étais terrorisée à l'idée de tuer quelqu'un en voiture. Je sais pas pourquoi. Et je voulais pas gêner les gens sur la route. Du coup, j'avais peur d'aller vite vu que j'avais peur de tuer quelqu'un. Mais quand j'allais lentement et qu'on me collait derrière dans le rétro, je me disais que la personne allait s'énerver. Et en fait, vraiment, je vous jure, le cerveau, il fait des trucs de dingue. Des fois, il imagine des trucs de dingue. Mais j'étais vraiment, kéblo dans un truc horrible, quoi. C'était vraiment, quand je me souviens, c'est une dinguerie quand même. Ce que je pouvais imaginer, ce que je pouvais penser. Donc ça a duré pendant encore quelques mois. Le temps que j'étais chez moi, je suis rentrée en décembre, janvier, jusqu'à juin. J'étais dans un état horrible. Je suis allée voir une psy, enfin 2 psys même d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Le premier, il me disait de confronter mes peurs. J'avais aussi très peur du train. En fait, j'avais peur de tout globalement, mais je vous explique. J'avais fait une crise d'angoisse dans le train, ce qui fait que j'avais peur d'en refaire. Et en fait, je pouvais même plus au bout d'un moment prendre le train toute seule, c'était horrible. C'était impensable pour moi et du coup, il me disait qu'il fallait que j'aille prendre le train. Alors, dans la logique, c'est pas con. Puisque il vaut mieux finir une crise d'angoisse dans l'endroit où tu l'as commencé parce que sinon, tu vas avoir peur de retourner dans l'endroit. Par exemple, si tu fais une crise d'angoisse dans ta salle de bain, si tu commences une crise d'angoisse, il faut la finir dans la salle de bain parce que sinon, tu vas avoir peur d'en faire dans la salle de bain. Ça, c'est vraiment classique de l'anxiété généralisée. C'est que vraiment, t'as peur que ça se répète et du coup, souvent, t'assimiles les crises aux endroits où tu les as fait. Dans l'idée, c'est pas con, mais en fait, c'est horrible de dire à une personne de littéralement ouvrir ses bras à ce qui te fait le plus peur, c'est-à-dire faire une crise d'angoisse. C'est de l'auto-torture en fait. Et globalement, moi, c'est ce que j'ai vécu toutes ces années-là. C'est de l'auto-torture. L'école, c'était de l'auto-torture, j'y allais tous les jours, mais c'était tous les jours horrible et je savais que ça allait être horrible, mais j'y allais quand même. Et en fait, tout le temps, en fait, tu sais que tu vas souffrir, mais tu vas quand même, c'est horrible. Du coup, j'ai pas trop aimé ce type. Au bout de 2 séances, j'ai dit ciao, bye bye. Et ensuite, j'ai vu une autre dame qui, elle, m'a conseillé de ne pas sortir, de prendre du temps pour moi, genre en mode de
tout de me poser. Sauf que ça faisait des mois que j'étais rentrée chez mes parents, que je ne faisais rien, que j'avais pas d'études, pas de travail, et que ça n'allait pas mieux en fait. J'étais toujours autant stressée par l'avenir, parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose au bout d'un moment. Du coup, oui, je disais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est de l'auto-torture, voilà. Donc la deuxième personne me disait de rester chez moi. C'est pas la solution non plus. En vrai, quand j'y pense maintenant, j'ai vraiment du recul sur les situations, c'est pour ça que je peux vous en parler. Rester chez moi, ça n'aurait pas pu m'aider puisqu'en fait, ça ne règle pas le problème. T'as toujours autant peur et en fait, ça recule juste le moment que tu vas devoir vivre au bout d'un moment. Ce qui s'est passé, ce qui moi m'a sauvée aujourd'hui, si je vais mieux, c'est le truc le plus improbable que vraiment vous pouvez pas vous en douter, mais c'est de commencer à travailler. C'est littéralement de rentrer dans la vie active qui m'a sauvée. Globalement, moi mes parents, ils m'ont dit que je devais avoir un bac plus. Peu importe combien d'années après, tu dois avoir au moins un bac plus 2 au minimum. Mes sœurs ont fait des études, un BTS, ensuite un bachelor, puis un master, et c'était en alternance. Et je connaissais très bien le CFA, je connaissais les gens qui y allaient, donc elles ont fait exactement la même chose. Je connaissais très bien les gens, c'était un petit CFA, je connaissais la directrice, les profs, j'étais sécure, je savais que c'était familial. Et du coup, j'ai dit à ma mère, ok, je fais ce BTS, parce que c'est le seul que je connais, c'est le seul qui va me rassurer entre guillemets. Et c'est en alternance, donc à la limite, si je refais une phobie scolaire, j'aurai quand même de temps en temps le temps de souffler. Mais donc en alternance, il faut trouver une entreprise. Et ma mère trouve cette entreprise qui serait vraiment top pour moi parce qu'elle est à 10 minutes de chez moi, donc pas beaucoup de voitures, ce qui peut pas énormément me stresser parce que donc la voiture est un problème globalement. Ça peut m'habituer en plus à prendre la voiture tous les jours, il fallait que je prenne la voiture tous les jours pour vraiment m'habituer. Donc pas loin, pas trop compliqué, c'est pas un travail où je réfléchis énormément. Et c'est dans une ville que je connais très bien. Enfin, globalement, tout était parfait, on va dire, pour moi. Donc je lui dis, ok, c'est quoi, je postule, mais si j'ai pas ce travail, je me laisse quand même l'été pour souffler un petit peu. À la base, je voulais postuler pour l'alternance. Et non, c'était pas ça, oui, c'est ça. Je postulais pour septembre en juin, enfin en mai. Et elle me dit, ok, si t'as ce job pour septembre, je te laisse l'été tranquille, je te donne ton argent poche et tu commences en septembre tranquillement. Et donc je fais cet entretien, mon premier entretien, enfin je dépose mon CV, tout ça, et en fait j'ai le job. Et en fait ce que j'ai dit à mes directeurs actuels, c'est que j'étais libre tout l'été globalement. Et du coup ils me disent, ah voilà, vous pouvez commencer du coup en juin. Bah oui, du coup je peux commencer en juin. En fait moi je voulais pas trop avoir le job, enfin je le voulais mais en septembre. Et en vrai, j'y suis allée un peu à reculons, quoi. Vraiment, c'était pas dans mes plans, c'était dans les plans de ma mère. Et du coup, en fait, j'obtiens le job. J'ai une date de début qui est le 10 juin. Et je me dis, franchement, c'est horrible. Genre, vraiment, pourquoi j'ai fait ça ? Vraiment, je regrette toute ma vie. J'étais persuadée, en plus de pas avoir le job, vraiment. Mon entretien a duré 15 minutes, c'était foireux complet. Mais ils ont retenu mon profil, ils m'ont retenu. Et du coup, je me suis dit, bah, allez. C'est parti. Maintenant, ça fait plus d'1 an que je travaille dans cet endroit. Je suis allée à l'école, du coup, pendant 2 semaines. Moi, mes cours, c'est 2 semaines par mois et 2 semaines d'entreprise tous les mois. Et en fait, du jour au lendemain, sincèrement, depuis que je suis rentrée dans mon entreprise, bah, je vais beaucoup mieux. Genre, c'est quand même un truc de fou. Ce qui a vraiment influencé le fait que j'aille mieux, de 1, c'est la routine. C'est que j'ai pas vraiment le choix. Mais il y avait déjà ça au collège. T'as déjà ta routine. Mais là, c'est une routine plus saine dans le sens où j'aime mon travail. J'aime ce que je fais là-bas. J'apprécie mes collègues. J'ai des collègues que j'apprécie beaucoup. Je rigole avec eux. J'ai des très bons directeurs, très bons RH, tout ça. J'ai pas de pression là-bas, comparé à l'école où t'as une certaine pression au niveau du regard des autres. Là, moi, mes collègues, ils sont tous là, presque la trentaine. Ils sont pas du tout dans le jugement. Je suis plus dans ce cercle où vraiment les enfants sont méchants entre eux. Du coup, j'avais pas cet a priori. J'avais juste peur d'avoir des collègues méchants, mais en fait, pas du tout. Du coup, c'est trop cool, tout simplement. Ça s'est transformé en quelque chose de bien. Et au niveau de l'école, ça m'a fait du bien d'avoir des coupures, donc toutes les 2 semaines. Et c'est un petit CFA, ma classe est géniale. Et en fait, j'ai pris confiance en moi. J'ai compris mes valeurs un petit peu et je sais où me placer par rapport à mes amis. Et du coup, en fait, naturellement,
je suis mieux en fait. Vraiment, je suis tellement mieux. C'est pas difficile d'être tellement mieux, mais ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de crise d'angoisse. Depuis que le jour où j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas refait de crise d'angoisse. C'est une dinguerie quand on sait que j'en faisais plusieurs par jour, tous les jours. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Aujourd'hui, j'ai quand même un contrôle sur mes peurs parce que donc le stress, il est normal dans le quotidien, mais je sais très bien distinguer le stress et l'anxiété et je sais canaliser mon anxiété. Je sais me dire ok, c'est ok. Ne l'amplifie pas parce qu'on va pas se mentir, l'anxiété c'est nous-mêmes qui l'amplifions. C'est comme ça, c'est ton cerveau qui va créer ce truc qui va se répéter. Aujourd'hui, j'arrive à avoir un contrôle dessus et j'accepte les imprévus. Ça aussi, ça a été très compliqué, c'est horrible. Quand t'es anxieuse, il faut que tout soit prévu vraiment longtemps à l'avance. Là, ça me dérange pas que ma pote m'appelle et me dise ouais, viens, on va boire un verre ce soir. Alors qu'à l'époque, il fallait me prévenir 10 mois à l'avance pour que j'accepte d'aller boire un verre à ce moment-là. Et encore, si j'étais pas chaude le matin, tu pouvais être sûr que j'allais t'envoyer un message pour te dire non, finalement, je peux pas. Parce que c'était vraiment une préparation mentale à l'époque que je me faisais. Alors, là on va passer sur la dernière partie. Cette vidéo est tellement longue. On voit le bout les amis, on voit le bout, ça y est, c'est la fin. Pour cette dernière partie, je vais vous donner mes petits conseils. Déjà, c'est vraiment le pire conseil et je suis sincèrement désolée, mais il faut que je vous le dise. Il faut sortir de sa zone de confort. Si vous restez enfermé chez vous en espérant être rassuré et être bien, alors oui, vous allez être rassuré et vous allez être bien, mais plus vous restez enfermé, plus les petites choses qui vont devoir vous faire sortir, les choses obligatoires, comme aller chez le médecin, aller au restaurant, c'est pas obligatoire d'aller au restaurant, mais vous m'avez compris, plus ça va être dur en fait. Et c'est chaque humain, ça pour le coup c'est pas que les personnes anxieuses, c'est même une personne pas du tout anxieuse, hyper sociable, tout ce que vous voulez. Si elle reste une semaine chez elle, ça va être dur après, enfin même plus d'une semaine, ça va être petit à petit plus dur de faire des plans, tu vas commencer à avoir du stress, c'est vraiment normal et humain. Donc malheureusement il faut sortir de sa zone de confort. Mais encore une fois, ce qu'il faut prendre en compte, c'est essayer de trouver un travail où vous vous sentez bien. Si vous ne vous sentez pas bien, partez. Vraiment, on a de la chance dans ce pays, c'est on peut se permettre dans la limite du possible, mais on peut se permettre de prendre des chemins, puis d'autres, puis encore d'autres. Essayez de trouver une safe place en dehors de chez vous. Vraiment, moi, mon travail, c'est my safe place. En fait, je me sens en sécurité quand je suis là-bas. Et c'est tout ce qui a fait que je vais mieux aujourd'hui. C'est trouver un endroit où vous vous entendez bien avec vos collègues, où vous supportez la pression qu'il y a. Et en fait, vous allez trouver. Sincèrement, moi, je pars de très, très, très loin. Vraiment, je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo, mais vous pouvez totalement trouver l'endroit qui va vous faire vous sentir bien. Mais malheureusement, il faut sortir pour trouver cet endroit et vous pouvez pas attendre d'être prêt en fait. Voilà, ça c'est un autre conseil, c'est n'attendez pas d'être prêt pour vous lancer à faire des choses. Vraiment. Mais ça c'est pour tout encore une fois. C'est vraiment des conseils que je donne juste aux gens globalement. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon vous serez malheureux toute votre vie et ça va empirer en fait. Encore et encore et encore. Entourez-vous des bonnes personnes. Moi j'ai la chance d'être naturellement bien entourée avec mes parents, mes sœurs, mes amis. Ce sont des bonnes personnes. Je me suis entourée de bons amis qui m'écoutent, qui me comprennent, qui ne me jugent pas et en qui j'ai complètement confiance. Il faut avoir confiance aux gens qui vous entourent et si vous n'avez pas confiance, c'est que c'est pas les bonnes personnes et c'est qu'il faut vous en détacher tout simplement. Rationaliser ses angoisses aussi, ouais, ça c'est très dur à faire, hein. Ça franchement c'est super dur à faire, mais y a des phrases, là j'en ai pas en tête, ah merde, oh zut. Il faut vraiment essayer de rationaliser, comment je pourrais expliquer ça? C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment vous dire que vos angoisses, elles ne sont pas concrètes du tout. T'as tellement peu de pourcents de chance que ce que tu t'imagines va arriver, franchement, c'est hallucinant. C'est vraiment minime, surtout quand ça prend des proportions énormes, mais même sans avoir des proportions énormes. Moi, quand j'étais au collège, ce que j'avais peur, c'est que les gens me jugent, que les gens m'harcèlent. Franchement, les gens, ils ont pas que ça à faire, hein. Sachez vraiment, c'est horrible, mais il faut prendre du recul sur les situations. En fait, il faut comprendre que les gens n'en ont souvent rien à carrer de vous. Au collège, c'est différent encore parce que les enfants sont mauvais, mais au-delà de ça,
En fait, ce sera pas toujours le cas, même si vous êtes très jeune, que vous êtes au collège actuellement, dites-vous juste que déjà vous allez jamais recroiser ces personnes. Franchement, je crois que je recroise peut-être 2 fois dans l'année les gens que je voyais au collège. Euh, et en plus de ça, eux, ils vont faire leur vie après, ils vont avoir leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ça aussi, il faut se le mettre dans la tête. Tout le monde a des problèmes. Souvent, moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis la seule à avoir des problèmes, quoi? Pas du tout. Je suis pas du tout la seule. Tout le monde a des problèmes. Et justement, ça fait du bien de se rendre compte, ça pourrait... Faut pas se... Oh merde! Faut pas se réjouir du malheur des autres, mais globalement, tout le monde a des problèmes. Et du coup, ça permet des fois de rationaliser les siens. Oh, ma caméra se chauffe. Finalement, ce que je peux vous dire, c'est que la vie, elle est fun. La vie, elle est pas... En fait, il faut pas la prendre au sérieux. Genre vraiment, on a la chance d'être dans un pays où si ta vie, elle te correspond pas, tu peux tout recommencer à zéro. Genre sincèrement, tu peux tout recommencer à zéro. En fait... C'est vraiment, si t'es pas heureux, tu peux partir vivre sur une île. Il y a plein d'îles françaises en plus, donc t'as même pas besoin de visa. Si tu te fais harceler au travail ou quoi que ce soit, tu peux changer. Alors oui, on est bien d'accord, on peut pas trouver un travail en changeant de trottoir, mais on a quand même cette ouverture qui est présente, qu'on peut pas ignorer. Et en fait, juste essayer d'être heureux pour vous. N'essayez pas de prouver qui que ce soit à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Enfin vraiment... Concentrez-vous sur votre vie et essayez d'être heureux parce que, en fait, en réalité, vous vous enfermez pour ne pas gêner les autres. Alors que vraiment, on s'en fout des autres. Vous êtes le personnage principal de votre vie et il n'y aura que vous. Ce sera même pas votre partenaire, vos enfants. Vous êtes votre vie. Et vous méritez d'être tous heureux, j'en suis sûre. Et surtout, vraiment, je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais... Il faut vraiment faire ce que vous aimez et ne pas en avoir quelque chose à foutre du gars dans votre rétroviseur qui vous colle le cul juste parce que vous roulez lentement. Au pire, il vous doublera plus tard. Franchement, genre. Et ça se trouve, moi des fois je me dis, genre, ça se trouve, c'est un gros connard derrière moi. On sait jamais, hein, peut-être qu'il était harceleur au collège. Des fois, je m'imagine des trucs pires, je vais pas vous les dire, mais voilà. Essayez de tout rationaliser par des trucs en mode les autres sont méchants. Je vous jure, ça aide de ouf. Bref, cette fin de vidéo, elle est pas folle, je suis désolée. C'est hyper dur de conseiller là-dessus. Mais globalement, je sais pas. En tout cas, sachez que rien n'est éternel et que vous pouvez vous en sortir sincèrement. Si vous vivez de l'anxiété sévère, des dépressions... En fait, ce sont des maladies mentales qui ne sont pas forcément éternelles. Elles durent dans le temps et c'est le principe de ces maladies mentales. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas un jour vous en sortir. Genre vraiment. Moi j'ai eu de la chance, je m'en suis sortie très tôt, mais je pourrais très bien rechuter parce que je pense sincèrement que j'ai quand même cette fragilité émotionnelle. Mais en fait, je sais aujourd'hui que je peux m'en sortir, que je peux mettre des choses en place dans ma vie pour m'en sortir. Et même si, bon là, je vous ai dit que mes séances chez plusieurs psys étaient un peu foireuses, c'est hyper dur de trouver un bon psy, mais ça existe. Vraiment, sincèrement, ça existe. Moi, j'ai juste pas trouvé, et en vrai, aujourd'hui, je cherche plus. Mais ça existe, et vous pouvez aussi prendre des médicaments. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai pris pendant un temps des médicaments. J'en ai encore d'ailleurs, je pense. J'en ai pas pris beaucoup, parce que moi, c'était pas le but. Je voulais pas juste prendre des médicaments comme ça et ne plus rien ressentir au bout d'un moment, ne pas savoir contrôler moi-même, c'était pas mon but. Mais par contre, ça m'a aidé pendant un temps. Et quand je faisais des très grosses crises, je prenais des anxiolytiques. Mais voilà, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, il y a des personnes que vous pouvez aller voir. Et ne vous mettez pas trop la pression. C'est pas parce que moi j'ai réussi à m'en sortir du jour au lendemain que vous, ce sera forcément le cas. Et encore une fois, vous n'avez pas les mêmes symptômes que moi, mais voilà, il faut prendre conscience qu'on a tel ou tel problème et essayer de trouver les choses qui vont vous permettre d'aller mieux, de vous en sortir petit à petit, à votre rythme. Prendre le temps aussi de souffler parce qu'en vrai, c'est important. Écoutez-vous, voilà, s'il y a un problème, contournez-le. C'est le pire conseil, il veut rien dire, mais je finis là-dessus. Voilà. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être dans ce style, on ne sait jamais. En vrai, j'en ai plusieurs qui vont arriver parce que j'aime bien parler de moi
et je pense que j'ai des bons conseils. Bref, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée. Bisous, je vous aime. Mouah. Vous êtes forts et vous allez vous en sortir. Croyez en vous.